600 millions de gamers en Chine, de quoi faire de l'empire du milieu le plus gros, voire un marché incontournable. Mais la Chine n'a pas envie de se contenter de consommer du jeu vidéo, elle a bien l'intention de produire les meilleurs jeux et d'être le premier producteur devant le Japon, devant les États-Unis. La question n'est peut-être pas de savoir si elle le peut, mais quand elle va y arriver. On va en débattre avec mes deux invités. Vivien Remond, bonjour. Bonjour. PDG, cofondateur de Achievement Industry, Mhm. qui est notamment implanté En en Chine. Chine. Mhm. Quelle est l'activité, pour faire simple? Alors l'activité, on fait beaucoup de choses, mais là sur la Chine, on est beaucoup sur du conseil et de l'accompagnement, surtout. À destination Des d'éditeurs et studios studios, français voilà, c'est ça, pour les studios pour français qui veulent s'exporter sur la implanter Chine, des jeux qui seraient acceptés, qui passeraient la censure notamment. qui passerait ouais, la censure. Et en visio avec nous, Julien Villedieu, bonjour. Bonjour. CEO de Level Links Partner et ancien dirigeant du SNJV, que vous avez été l'un des cofondateurs, le syndicat national du jeu vidéo. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce débat. Je vais peut-être me tourner d'abord vers vous, Julien, pour la toute première question. Avec 600 millions de joueurs qui sont répertoriés, avec un marché officiellement qui tournait à 50 milliards de dollars en 2024, ça situe où la Chine en termes de marché du jeu vidéo? À l'échelle mondiale, on est où? Alors, déjà, il faut toujours prendre les chiffres qui viennent de la Chine avec beaucoup de pincettes. On a des sources divergentes, mais dans les grandes masses, ce qu'on peut constater, c'est que c'est déjà un marché de consommation qui est parmi les premiers au monde. Et c'est également un marché de production qui est en train de devenir un marché très moteur pour toute l'Asie, mais également pour le reste du monde. Et on en parlera, je pense, dans la suite de l'émission. On ne peut plus faire sans la Chine. Dans l'industrie, on considère déjà que la Chine est un acteur extrêmement incontournable de par les investissements qui ont été faits, les soutiens aux studios qui ont été faits également, le publishing qui a été fait sur un certain nombre de jeux. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que les acteurs européens peuvent tirer parti encore plus de ce formidable marché de consommation qu'est la Chine et comment la Chine, elle, également en tant que créateur de jeux vidéo, va pouvoir devenir un acteur incontournable au niveau mondial, ce qui n'est pas encore le cas, mais qui va le devenir dans les prochains mois ou années. Vivien, je me tourne vers vous. Je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai Ouais. vécu en Chine au début des Mhm. années 2000. Ouais. Et à l'époque, il n'y avait quasiment pas de console. On Ouais. jouait beaucoup sur téléphone, surtout sur ordinateur, en ligne. Ouais. Aujourd'hui, dans ce marché de 600 millions de joueurs, de 50 milliards ou pas À peu de près. chiffre d'affaires, Mhm. c'est quoi la répartition entre les Alors différents segments? aujourd'hui sur la Chine, on est quand même sur beaucoup de mobile. Le marché mobile du jeu vidéo représente plus de 70% aujourd'hui du marché chinois. Après, on voit qu'il y a une croissance quand même avec les consoles, donc avec les consoles et le PC, et surtout avec la volonté de la Chine d'accroître ce marché-là. Parce qu'en fait, si vous regardez par exemple les derniers jeux qui sont sortis, on voit depuis la Black Myth Wukong que la Chine développe de plus en plus de jeux narratifs, et donc plus vraiment axés sur la console. Après, on sait aussi que le mobile, ils vont pas l'abandonner, ça c'est sûr. Et on voit que d'ailleurs sur beaucoup de jeux qui sont en développement, c'est du cross-platform mobile, console, PC. Donc voilà. D'ailleurs, ça m'amène à Mm. poser une question sur le joueur chinois moyen. Il Mhm. ressemblerait à quoi? Puisque début des années 2000, Mm. voire 2010, c'était surtout des jeunes dans des cybercafés. Mhm. Là, aujourd'hui, donc j'imagine qu'on joue aussi On est à des âges plus toujours, âgés. on est toujours sur des jeunes et même des très très jeunes. Donc quand on regarde aujourd'hui la moyenne d'âge des joueurs en Chine, c'est entre 5 ans et 20 ans. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment la majorité des joueurs. Sur ça, pourquoi on arrive là-dessus, c'est avec l'accès du mobile. Les parents donnent énormément de téléphones et donnent très tôt les téléphones et les iPads aux enfants. Et du coup, c'est ça qui contribue du coup à cette population très très jeune de joueurs. Parce qu'il y a eu quand même des périodes où il y avait un grand contrôle, voire une, je ne vais pas dire répression, mais on n'était pas loin de ça sur la pratique du jeu vidéo où Oui. on voulait l'interdire quand même. Il y avait des Ou, alors, soucis sociaux. Alors, il y a eu surtout ce contrôle et donc cette répression. J'irais pas jusqu'à dire répression. Je pense que c'était vraiment du contrôle. Aujourd'hui, sur la Chine a une politique, surtout envers les enfants, de protection. Donc, on le voit pas que dans le jeu vidéo, on le voit aussi sur TikTok. Ils ont leur propre TikTok, Ils ont leur pas le propre même que le nôtre. TikTok, qui n'est pas le même que. Après, bon, ça, c'est aussi une idée reçue, hein. En vrai, quand on regarde le TikTok chinois, il y a tout autant de contenu brain rot.
Mais c'est juste qu'on n'en parle jamais en Et il y a France. sûrement moins de contenu politique peut-être aussi. Oui, et parce que aussi il y a des lois qui permettent de protéger. Par exemple, si on veut parler de certains sujets en tant qu'expert ou influenceur sur tel sujet, il faut avoir un diplôme dans telle chose, sinon votre contenu ne passe pas. Donc ça, c'est une Il y a un manière de peu plus de- protectionner. Ouais, c'est ça. Julien Villedieu, quand vous étiez à la tête du SNJV, la Chine, comment vous la regardiez? Comment vous travailliez à l'époque avec les studios et les producteurs français qui voulaient éventuellement attaquer, pénétrer ce marché-là? Est-ce que c'était un marché qu'on estimait avoir du potentiel ou est-ce que c'était encore trop compliqué au début des années 2010, par exemple, quand c'était surtout du marché mobile, du jeu vidéo en ligne? Mais c'est une très bonne question. En fait, on regardait ce marché avec beaucoup de curiosité, mais on le regardait aussi comme un marché exotique au sens propre du terme, c'est-à-dire que on avait beaucoup d'images ou d'idées arrêtées sur ce que pouvait représenter à la fois le marché en termes de consommation, comme on l'a évoqué, mais aussi quels étaient les acteurs clés, comment fonctionnait l'industrie, qui étaient les interlocuteurs nécessaires pour pouvoir développer des jeux et les diffuser en Chine. On a eu l'occasion de faire une mission d'ailleurs il y a quelques années dans les différentes provinces chinoises à la rencontre des acteurs majeurs que sont Tencent, NetEase, mais aussi de studios de grande envergure. Et on a pu comprendre effectivement comment ça fonctionnait. On a pu comprendre aussi ces enjeux que vous évoquiez à l'instant avec Vivien, remontent de cette régulation chinoise qui est très particulière, qui vise tant à protéger les jeunes que également à contrôler finalement les types de contenus qui sont diffusés. Donc, on était vraiment au démarrage des relations entre les entreprises européennes, et notamment françaises, et la Chine. Et on a vu se construire une relation petit à petit, très intéressée de part et d'autre, avec beaucoup de difficultés pour les acteurs français à rentrer sur le marché chinois. Pendant de nombreuses années, il a été difficile de rendre les jeux éligibles au niveau de la censure, hein, de passer simplement les fourches de la censure. Et puis, progressivement, tout ça s'est un peu ouvert. Les relations se sont fluidifiées. On a vu aussi des prises de participation majeures dans des studios français de la part d'acteurs chinois, hein, et parmi les plus importants, Ubisoft, Quantic Dream et bien d'autres qu'on pourrait citer. Donc je pense qu'aujourd'hui, nos relations sont, je dirais pas normalisées, mais en tout cas, on se connaît, on sait ce que font et quels sont les avantages et intérêts de chaque secteur, chaque industrie dans chaque pays. Et donc il y a un vrai enjeu maintenant de non plus simplement comment dire, de s'exporter, mais l'enjeu c'est vraiment de s'intégrer, à la fois pour les Chinois de s'intégrer dans le marché européen, mais aussi pour les Français de s'intégrer dans le marché chinois et d'être capable d'adresser avec notre patrimoine culturel, historique et nos références ce marché formidable. Et c'est la même chose pour les Chinois. Ce qui est encourageant, et je terminerai là-dessus, c'est que sur le mois de novembre, les chiffres qui ont été donnés, c'est qu'on a quasiment 2000 jeux qui ont été validés par les autorités chinoises, ce qui est le plus gros chiffre jamais enregistré. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché chinois est prêt aussi à accueillir de plus en plus de contenus venant de l'extérieur. Là, ça me fait penser à Clair Obscur qui a fait de très bons chiffres de vente sur la Chine. Ça a grandement contribué à leurs excellents scores de vente. Ça, c'est une preuve que la Chine peut accepter des œuvres avec une identité forte venant de l'extérieur. Mais la Chine, surtout, elle veut commencer à produire ses gros jeux. Et là, le Ouais. grand exemple que l'on a récent, c'est Black Myth Wukong. Ouais. Officiellement, il a vendu combien de copies, ce jeu? 17 millions. 17 millions. 17 Si ça n'avait pas été un jeu chinois, est-ce qu'il aurait pu vendre autant? Ou est-ce qu'on peut quand même considérer, malgré toute la qualité du jeu qui a été primé aux Game Awards, qu'il y a quand même un effet patriotique quand même derrière? Il y a un effet patriotique et on l'a vu quand on a parlé avec le directeur de studio l'année dernière. On avait fait une interview où on lui avait demandé pourquoi son jeu, à son avis, avait autant marché. Et en fait, la stratégie de Black Myth Wukong a été très simple, hein, c'était de faire un jeu pour les Chinois sur quelque chose que tous les Chinois connaissent. Et en Chine, Wukong, c'est une légende que littéralement on grandit Voyage avec. en Occident, c'est l'un des 4 grands classiques littéraires C'est ça, chinois. c'est Voyage vers l'Ouest. Du coup, c'est un des grands classiques. On a tous grandi, moi quand j'étais plus jeune en Chine, j'ai grandi avec ça. La plupart des Chinois grandissent avec ça. Et même, on va dire que depuis plusieurs années, grâce aux jeux vidéo et au soft power chinois dans le jeu vidéo, ils ont réussi à intégrer Wukong un petit peu partout. Donc quand on voit par exemple dans League of Legends, Dota, même dans comment ça s'appelle dans Après, on peut revenir plus loin en Smite. arrière. Dragon Ball Z. Dragon s'est Ball inspiré Z de est Wukong. inspiré de Wukong.
Et en fait, du coup, ça crée ce petit point d'intrigue aussi pour les joueurs étrangers, de se dire, ah mais attends, Wukong, c'est pas juste League of Legends, c'est pas tout ça. Donc on va peut-être essayer C'est de un pan de la regarder un culture de petit peu. l'histoire chinoise. C'est ça. Alors, la Chine, elle a beaucoup, Julien Villedieu, la Chine, elle a beaucoup de patrimoine littéraire, beaucoup d'histoires qu'elle peut raconter dans des jeux vidéo. Mais je vais plutôt m'intéresser sur des choses économiques. On a Genshin Impact, qui est peut-être l'un des meilleurs jeux de service. On a Lenovo, peut-être l'un des meilleurs constructeurs d'ordinateurs. On a donc maintenant Black Myth Wukong, donc la Chine qui nous dit clairement on peut faire des AAA. J'ai envie de vous demander, Julien, la prochaine étape, c'est quoi? C'est une console chinoise pour concurrencer Sony, Microsoft et les autres ou pas? C'est une bonne question. Si j'avais la réponse, peut-être que je vous la donnerais pas. Non, j'ai pas de certitude. Ce qu'il faut bien regarder, c'est que ce qui se passe en Chine, qui se passe aussi d'ailleurs avec le jeu Clair Obscur ou même avec d'autres jeux ailleurs dans le monde, c'est qu'on a vraiment changé d'air dans le jeu vidéo et qu'aujourd'hui, des contenus qui sont finalement, allez, je vais résumer, hyper localisés, c'est-à-dire avec des références culturelles, patrimoniales et historiques très locales, même si la Chine est un immense pays, ce sont des jeux qui aujourd'hui sont capables de s'exporter mondialement et d'avoir des succès planétaires. Ça veut dire qu'on est rentré vraiment dans l'ère de cette universalité du jeu vidéo. On parle beaucoup de soft power, hein, on en a parlé à l'occasion des différents rachats successifs. C'est vraiment un enjeu aujourd'hui, je pense, qui est important à regarder, c'est que on peut être un studio français, on peut être un studio chinois, on peut être un studio indonésien, et travailler sur des contes, des mythes, des légendes, des références culturelles locales, et avoir un vrai succès à l'international, parce que je crois que ce que recherchent avant tout les joueurs, quel que soit le territoire et quelle que soit la typologie de jeu, c'est de la nouveauté, c'est de l'exotisme, mais au sens innovation, vraiment taper dans l'œil des joueurs, avoir quelque chose de profond, avec des histoires, on parlait de narration pour Black Myth Wukong, mais ça peut être aussi des jeux qui ont moins de narration. Et ça, c'est vraiment ce que recherchent aujourd'hui les joueurs. Alors la particularité de ce jeu, c'est qu'il a quand même un temps de jeu qui est assez long, et on constate quand même au niveau international que maintenant, on va aussi vers des jeux peut-être avec des durées de jeu un peu plus courtes, des durées de vie un peu plus courtes, des prix d'achat aussi qui sont peut-être un peu plus bas, et ce qui va faciliter peut-être le renouvellement aussi des titres du point de vue des marchés. Donc ça veut dire qu'on a quand même un avenir intéressant qui est en train de se mettre en place avec une nouvelle physionomie de jeu hyper spécifique, avec cette sensibilité culturelle que recherchent finalement les joueurs et les joueuses partout dans le monde. Merci beaucoup, Julien Villedieu. Je le rappelle, donc CEO pardon, de Level Links Partner, ancien cofondateur du SNJV, le syndicat national du jeu vidéo. Merci aussi à vous, Vivien Remond, qui était en plateau avec moi, cofondateur de Achievement Industry. Et la Chine, je pense qu'on en reparlera beaucoup, puisque forcément, il y a d'autres AAA qui vont sortir bientôt. On va parler d'un jeu qui n'était pas officiellement un AAA, mais qui a cartonné, qui a été Game Awards meilleur jeu cette année, Clair Obscur Expédition 33. On va s'intéresser en fait à l'une des actrices qui a joué sur l'incarnation des différents personnages. J'accueille Estelle Darnaud dans Level Up.